avec nous aujourd'hui. Et pour commencer cette première journée sur les monstres, je vais introduire Sébastien Hubier. Je retourne la feuille. Sébastien Hubier, qui enseigne les Comparative Cultural Studies à l'Université de Reims et au campus transatlantique de l'Institut d'études politiques de Paris. Il est spécialiste des représentations érotiques et pornographiques dans les sociétés occidentales contemporaines et il a consacré plusieurs ouvrages à cette question, dont Lolita et Petite Madone perverse, L'érotisme à l'âge bourgeois, Sexy Teddies, Jeunes et blondes rousseurs, Pin-up girls, Playmate et Bimbo ou encore Pornologie. J'ajouterai qu'il est le directeur de thèse de Lorraine Trémerel et de moi-même, parce que je pense que c'est important de le souligner. Et nous l'écoutons aujourd'hui pour sa présentation intitulée « Monsters are always hungry ». Merci Juliette. La blague est bien bonne et me fait toujours rire. À l'enfant qui a peur du monstre dont il craint qu'il ne vive caché sous son lit et ne vienne nuitamment le dévorer dans son sommeil, il est amusant de répondre simplement « N'aie pas peur, je lui ai donné à manger, il devrait dormir rassasié jusqu'à demain ». Bien entendu, cela ne rassure qu'à moitié l'enfant. Non seulement c'est la preuve donnée par l'adulte que le monstre existe bel et bien, mais encore peut-être aura-t-il faim d'ici que n'arrive le matin, et il n'est pas certain qu'il tiendra jusque-là comme la chèvre de Monsieur Seguin. Au-delà de la plaisanterie un peu cruelle, on trouve là, me semble-t-il, quelques grands traits de ce qu'est la fiction de monstres. D'abord, ceux-ci vivent cachés. Ils sont là, même lorsqu'on ne les voit pas, et pourront s'éveiller brusquement et se révéler violemment. C'est pourquoi ils sont essentiellement des créatures de la nuit, ou plutôt du crépuscule, surgissant dans le clair-obscur, cette Twilight Zone qui, entre chien et loup, recèle tous les dangers. Ensuite, même s'il existe des monstres gentils comme Casimir ou son cousin Hippolyte, ou comme le John Merrick de David Lynch ou l'Onion Head de Ghostbusters, nous nous les représentons avant tout, ces monstres, comme des êtres dévorateurs, ce qui nous renvoie inconsciemment à des stades très archaïques de notre développement psychique. De ce point de vue, ils sont une figuration de réalité mentale, faite de bouts de rêves et de romans familiaux, de mécanismes de défense psychotiques et névrotiques, de conflits liés à la différence des sexes, au traumatisme de la naissance, au passage de l'enfance à l'âge adulte, à la mort, réelle ou fantasmée des parents. Si l'on suit cette piste psychanalytique, on dira que les monstres de nos fictions, d'enfants ou d'adultes, sont une projection vers le monde extérieur d'un danger intérieur dans le but de le pouvoir fuir plus facilement. Pour certains cliniciens, à l'instar de Freud, cette angoisse que suscite le monstre renvoie à la castration, cette peur de perdre une partie de soi qui sert de prototype à toute angoisse ultérieure. Pour d'autres, comme pour Mélanie Klein, elle procéderait d'une angoisse plus ancienne encore, intervenant au stade oral de succion, lors duquel l'enfant craint d'être dévoré par les objets qu'il dévore lui-même. Ces êtres zoomorphes ou anthropomorphes, imaginés alors, figurent le trait essentiel de ce stade, la voracité. Loups-garous, cyclopes, aliens, croque-mitaines, griffons, araignées géantes, cannibales, dinosaures, vampires et zombies, ghouls et harpies, dragons, minotaures, calamars géants. Fantaisie cocasse se développant du début du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle, en France d'abord, puis en Angleterre, en Italie, en Espagne et en Allemagne, démons composites de l'art roman dont les traits sont à la fois orientaux, byzantins et barbares, kraken et autres grilles relèvent du totémisme infantile et sont tous des figures exemplaires de ces pulsions orales et des fantasmes qui les accompagnent, sucer l'objet, le presser, le mordre, le déchirer, le couper, le vider, le dévorer, l'incorporer. C'est bien sûr ce qu'incarne le xénomorphe de Ridley Scott, qui est un monstre funeste, analogue au requin géant des Dents de la Mer de Spielberg et au tueur fou des slashers, assassinant méthodiquement ses victimes les unes après les autres, mais qui est également une image de l'homme prédateur pour qui la femme est une proie qui le nourrit en même temps que le moyen de sa reproduction. C'est cette topique inconsciente qui, mise en place au moment de l'oralité, est réinterprétée lorsque, grâce à la résolution du complexe d'Édipe, le surmoi se constitue et que les monstres deviennent le produit d'une hostilité ressentie contre l'imago du père qui, projeté, est conçu comme une animosité de la part de la créature imaginée, laquelle, d'ailleurs, change alors de forme, l'humain se mêlant beaucoup plus étroitement à l'animal et à sa brutalité. C'est là, me semble-t-il, un autre point important. Les monstres sont à la fois nos semblables et la figuration d'une altérité radicale.
Animaux chimériques et terribles, ils sont aussi nos doubles, étant entendu que cet imaginaire du double remonte au rapport extrêmement ancien que les humains pensent entretenir avec l'autre monde, celui des morts, et qu'il est lié à la métamorphose et à l'hybridité, deux caractéristiques essentielles du monstrueux. En somme, les monstres représentent la peur de tout ce qui sort de l'ordinaire, peur de l'altérité, de l'extranéité, les deux allant souvent de pair. Le monstre est l'ennemi, il provoque l'extinction des lignées, anéantit les fruits d'années d'efforts, mais surtout il menace l'ordre social, c'est un intrus et il faut s'en débarrasser. Ce qui, là encore, est une façon de rejouer l'Édipe. Et parce qu'il est aux limites de l'humanité, parce qu'il transgresse les interdits et se rit des normes sociales, il représente un danger inquiétant, sournois, un de ces dangers qu'on ne peut pas toujours voir ou prévoir. Et pourtant, le monstre, étymologiquement, est bien celui qui annonce et celui qui s'annonce. En effet, le monstrum latin, comme le terras grec, désigne un avertissement, un signe divin. Ce sens, que l'on tend aujourd'hui à oublier, demeure dans les faits, présent dans quantité de figures monstrueuses modernes, postmodernes, hypermodernes. C'est même cette fonction métaphysique du monstre, métaphysique en ce qu'elle vise à une connaissance à la fois de l'origine des choses et des réalités transcendantes, c'est cette fonction donc métaphysique du monstre qui explique que l'histoire comparée des religions puisse en faire un élément fondateur du monde. Voilà qui est assez étrange, car depuis Aristote, la définition la plus courante du monstre revient à dire qu'il appartient à la catégorie des phénomènes contraires à la nature considérée non pas dans sa constance absolue, mais dans son cours ordinaire. Et c'est précisément parce qu'il est conçu comme contre-nature qu'il peut être vu anthropologiquement et sociologiquement comme relevant d'une abjection littéralement intolérable. Cette définition aristotélicienne du monstre comme résultat d'un échec de la téléologie naturelle en fait un être incapable de parvenir à la forme normale de l'espèce, ce qui, bien sûr, évoque le Freaks de Todd Browning, aussi bien que l'Elephant Man de David Lynch. On comprend que toutes les sociétés humaines produisent du monstrueux parce qu'elles se réfèrent à un univers de valeurs qui sont incorporées dans des sensibilités aux confins duquel elles tracent un horizon qui ne peut être franchi sans renoncer à ce qui les fonde. Le monstre est précisément celui qui nuit à l'intégrité de la forme et constitue une altération du monde et de la connaissance que nous en avons. Il est donc toujours une dégénérescence, toujours un dégénéré. Dès les premiers dessins qu'elle a tracés sur les parois des grottes du Paléolithique supérieur, l'humanité a fait apparaître des formes monstrueuses. Les êtres cornus le disputent aux personnages, dont le visage est remplacé par une tête animale, voire plus curieusement encore par une queue de bison qui annonce les taureaux ailés et androcéphales des palais assyriens. Depuis ces dessins pariétaux, nous aimons les monstres, que ce soit dans des œuvres de la culture savante, comme les tableaux de Bosch, de Schongauer, de Grunewald, de Bruegel, de Parentino, de Cranach, de Goya, les textes de Dante ou de Michaud, ou dans les fictions pop qui, au contraire de ce que disent les réactionnaires, n'ont rien de stupide. Je cite rapidement Antonio, je le cite, « L'opposition fantasmagorique qui, longtemps opposa des ermites néoludites voués à la seule vénération des classiques à de purs réceptacles aliénés de sous-produits décervelés, n'est plus opératoire, ces deux postures étant de part et d'autre marginalisées. L'art contemporain n'est d'ailleurs pas en reste et se multiplie, et pas seulement dans la sculpture, les monstres. Dans la lignée des cadavres exquis de Miro et de Man Ray, des bizarreries de Max Ernst et des expérimentations d'Uni Kazurne, nombreuses sont aujourd'hui les hybridations étranges, interrogeant l'identité humaine et mêlant au passage l'ironie du pop art et le goût postmoderne pour le syncrétisme, aussi bien esthétique que philosophique et religieux. Je pense notamment aux êtres dédoublés de Dino Valls, aux hermaphrodites de Jenny Saville, aux satires de Matthew Barney, aux corps mutilés de Joel Peter Witkin, aux créatures surtout de Patricia Piccinini, qui, combinant systématiquement l'homme à l'animal, sont finalement proches des conceptions antiques des monstres. En effet, dans les antiquités grecques et romaines, ces derniers furent invariablement représentés comme les ennemis du cosmos et de la cité. Et c'est pourquoi ils sont réputés vivre au fines mundi, au-delà donc de la civilisation, du monde humain et des terres anthropisées. Ils conglomèrent les êtres, les espèces et les sexes,
renversent les catégories, les castes et les classes. Et surtout, ils sont démesurés, en tout excessifs. Et c'est pourquoi ils nous paraissent comme une image de la névrose, tout à la fois, pêle-mêle, un débordement affectif, un trop-plein d'excitation, de haine, de rage ou de désespoir. C'est d'ailleurs cette excessivité impure et troublante qu'a retenue Michel Foucault lorsque, pour son cours au Collège de France en 1975, il s'est attaché aux 3 types principaux d'anormaux, l'incorrigible, le masturbateur et le monstre. Et je voudrais m'attarder un peu sur ces analyses pour les comparer à celles qu'a proposées Mary Douglas dans une optique anthropologique qui vise à étudier les religions primitives. Tous les deux s'attachent à ce qui, historiquement, culturellement et socialement, est considéré, représenté comme anormal, l'anormalité façonnant à son tour des pratiques et des valeurs. Chez Michel Foucault, le monstre est pensé comme une notion juridique, en vigueur du Moyen-Âge à l'âge classique, tandis que chez Mary Douglas, c'est le concept d'abomination qui est élaboré à partir d'une interprétation du Lévitique. Dans les 2 cas, la monstruosité est définie comme un genre de confusion, laquelle touche la société, la communauté, l'État, mais aussi les lois biologiques. Pour Michel Foucault, le monstre viole le droit social et naturel, associant ainsi les domaines biologiques et juridiques, association dans laquelle il voit une caractéristique de l'histoire moderne qui a conduit à la création d'une nouvelle configuration du pouvoir. En conséquence, le monstre est monstrueux et conjointement, la monstruosité est une action ou le résultat d'une action. Par sa seule existence, le monstre renverse cul par-dessus tête les lois naturelles et amalgame ce qui est habituellement séparé. C'est justement ce désordre qui pose un problème dans le domaine juridique. Comment peut-on classer un être qui est la fusion de plusieurs entités, normalement différentes et séparées? Quelle loi faut-il donc appliquer à cette créature qui se trouve à la fois dans un règne et dans un autre? Faut-il juger le Minotaure comme un homme ou comme un bovidé, et Nessus, le centaure en levant des janirs, comme un homme empli de désirs ou comme un cheval fougueux, immaîtrisable? N'étant pas responsables de leur nature monstrueuse, les monstres ne sauraient, en toute logique et en toute humanité, être jugés ni condamnés par les lois humaines. En somme, ils enfreignent les lois, mais en restant totalement extérieurs à elles. Ils sont donc par nature différents du criminel, aussi effroyable que puisse être ce dernier. Par une voie tout à fait autre, Mary Douglas retrouve cette confusion anxiogène que Foucault pointe au cœur de la monstruosité. En effet, son livre examine de près la manière dont la souillure structure les sociétés primitives, où elle établit des différences essentielles entre les membres d'une communauté et motive les distinctions sociales, les pratiques courantes et les interdits. Le pollué et l'impur ne se définissent en effet qu'au regard d'un ordre établi des choses et des idées, et ils s'attachent à ce qui est aux marges du cadre social, là précisément où gît le monstrueux qui, refoulé à l'extérieur de notre monde, y fait soudain et brutalement irruption. La souillure n'est pas une pure abstraction. Elle permet d'interpréter la portée des manifestations concrètes du péril, de la catastrophe, de la détresse dont le monstre est le nom. Ainsi, en observant l'édiction de règles alimentaires dans le Lévitique, Mary Douglas observe que celles-ci ne sont pas liées à des questions d'hygiène, de morale ou d'esthétique, comme on l'a longtemps cru. Ce n'est pas en somme une affaire de santé, mais de sacré, c'est-à-dire de ce qui est séparé du monde quotidien. La plénitude n'est jamais réalisée que par la conformité à l'ordre que Dieu a créé, par l'appartenance à des catégories, celles-là même auxquelles le monstre contrevient. Certes, au contraire de Foucault, Douglas n'utilise pas le terme de monstre. Elle préfère se référer à un mot hébreu, tébel, qui signifie justement mélange et confusion de ce qui originellement devait être séparé. Le monstre, c'est l'impureté, la non-conformité. Un animal qui, comme la chauve-souris, possède à la fois des pattes et des ailes, est monstrueux parce qu'il est le mélange de ce qui appartient et à la terre et au ciel. De même, le pangolin est un monstre parce qu'il est un mammifère terrestre couvert d'écailles, comme les poissons qui vivent dans la mer, et c'est pourquoi la moindre pandémie est attribuée à ce monstre qu'est le pangolin. De fait, les monstres que nous connaissons depuis le néolithique sont toujours hybrides, sujets à des mutations fantastiques, couverts d'aiguillons, de ventouses, d'élytres, de trompes, de tentacules, de nervures et de toutes sortes d'excroissances,
de furoncles et parfois même de parasites tout aussi monstrueux que lui, comme dans le premier volet de Cloverfield. De ce point de vue, les analyses de Douglas sont sur un autre plan très proche de celles de Foucault. Dans les deux cas, en effet, le monstre est celui qui sème la confusion, la perturbation, dans un ordre qui était, à tort, conçu comme immuable. Je noterai par parenthèse que ce type de réflexion était déjà en germe, au début des Lumières, dans l'interprétation évémériste des mythes tératologiques comme Hercule ou le Minotaure, perçus comme des monstres sociaux et moraux, faisant vaciller les ordres habituels de la loi et de la raison. On comprend la nécessité de ce qu'on pourrait nommer une archéologie des discours tératologiques, c'est-à-dire un type d'étude prenant en compte la très très longue durée, seule susceptible de saisir la logique des imaginaires et des archétypes et de montrer pourquoi la monstruosité est conçue à la fois comme déviance et comme surgissement. Comment le monstre se présente-t-il à nous? D'abord comme un corps animal ou végétal. D'un côté, la mouche, telle qu'elle nous est montrée dans la nouvelle de George Langeman et ses deux adaptations par Kurt Neumann et David Cronenberg. De l'autre, les sylvidres, ces femmes plantes qui, dans Albator 78, veulent envahir la Terre et y installer leur règne. J'utilise ces deux exemples à dessein, car si la mouche est l'emblème du monstre répugnant, excrémentiel et en tout difforme, les secondes sont d'une grande beauté. C'est même cette vénusté florale qui explique l'ampleur du danger qu'elle représente. Cependant, dans les deux cas, le corps du monstre, laid ou beau, présente une conformation insolite. Le premier est un fluide abominable dont l'ADN même, irréparable, est devenu mêlé, infâme. C'est un dégénéré dont le génotype même est dégradé. Les secondes sont des femmes bleues, belles comme des sirènes, mais si elles sont femmes, elles sont aussi plantes, et c'est de la sève qui coule dans leurs veines, ainsi que le découvre, abasourdi, le docteur Zéro, comprenant qu'elles sont depuis très longtemps présentes sur Terre et qu'elles vivent là, dans nos forêts, à notre insu. Si elles meurent comme nous, ces humanoïdes végétales brûlent à leur mort comme du papier, sans laisser d'autres traces que quelques grains de cendre. Ces monstres sont légion dans nos fictions. Ce peut être des êtres allégoriques, malfaisants et aux formes étranges, des animaux d'une grandeur inhabituelle, des humains étonnamment cruels, dénaturés, dont les vices eux-mêmes sont poussés à l'extrême. Des créatures dont la corpulence, la laideur, la grossièreté ou la disproportion transgressent les lois de la nature et heurtent les bienséances, ces règles de conduite intrinsèquement conservatrices. C'est d'ailleurs pourquoi il suscite ce qu'Henri Bodin appelait une horreur de fascination. Grand autre qui nous dérange mais grâce auquel l'humain se peut définir, le monstre nous fascine au sens où, simultanément, il suscite en nous plaisir et abjection, exacerbant nos fantasmes en même temps qu'il ébranle notre quiétude. Voilà ce que représente le corps difforme, que ce soit dans la réalité des freak shows, la femme tronc, les sœurs siamoises, l'hydrocéphale ou le géant, ou dans des fictions qui tendent vers le mythe, au sens où l'objet du mythe est de fournir un modèle logique pour résoudre une contradiction sociale, narrative, historique ou subjective, ce que représente dans ces fictions donc le cyclope, le loup-garou, la créature du docteur Frankenstein, laquelle indique du reste les liens extrêmement étroits qui existent entre monstruosité et cadavérité. Corps en décomposition, le cadavre est en effet ce monstre que tout vivant deviendra, l'insupportable métamorphose des plus belles choses en insupportable horreur avant que de devenir grain de sable et de poussière, comme les sylvidres que j'évoquais plus haut, ou comme l'ange de la mort du Bernin qui n'a même plus la peau sur les os. Cependant, la monstruosité n'est pas uniquement affaire d'apparence, elle est également une question d'inadéquation au monde. Ce dont la créature du docteur Frankenstein est plus que tout autre un emblème. La peau, inutile, ne recouvre ni les muscles ni les veines, ses yeux perdus dans la cavité des orbites sont vides de toute expression, sa bouche parle mais on ne l'entend pas. Ces inadaptations concernent aussi les pratiques corporelles qui remettent en cause les bornes habituelles de la décence et les finalités sociales communément admises. Et de ce point de vue, la pornographie, la prostitution, le cannibalisme, la défonce toxicomaniaque, les pathologies alimentaires, la scatologie, la nécrophilie sont culturellement perçues comme monstrueuses, de même que certaines formes de sexualité et de conception. Les enfants siamois, la mère porteuse, l'incubateur humain, le clone ou l'homme enceint voisinent désormais dans l'imaginaire avec la hiérogamie, cet accouplement monstrueux et sacré qui ordonne nos modes de représentation depuis le néolithique.
où il coexistait parfois avec les sacrifices humains et le cannibalisme rituel. Cette hiérogamie était d'ailleurs extrêmement importante dans la mythologie de la Grèce antique, laquelle ne fut jamais que l'héritière plus ou moins directe du Proche-Orient ancien. Ces accouplements monstrueux, qui correspondent à des rituels de fertilité, étaient aussi essentiels en Mésopotamie qu'à Babylone, que dans la tradition hindouiste des Devadasi, qui jouissait d'une liberté sexuelle presque illimitée, que dans la religion sumérienne, que dans le bouddhisme tantrique du Népal, du Bhoutan et du Tibet, que chez les Celtes, les Phéniciens ou les Égyptiens des 18e, 19e et 20e dynasties, où la reine est supposée, pour enfanter un digne héritier, être fécondée par le dieu Amon, le Zeus égyptien, lié à la fois à l'oie et au bélier. Ce que représente cette hiérogamie, c'est la rencontre de deux mondes qui, normalement, ne se peuvent jamais rencontrer et dont le fruit inacceptable provoque fatalement, pour reprendre les mots de Winnicott, une angoisse impensable aux limites de l'humain. Réprimer le monstre, le combattre, l'enfermer ou le détruire, c'est reproduire sur le mode de la fiction le processus d'hominisation partagé entre le désir toujours relancé de la transgression et de l'écart et la nécessité des prescriptions et proscriptions par maîtrise de l'informe. Cet informe qu'incarne une monstruosité menaçant l'humanité d'autant plus violemment qu'elle est antérieure à toute idée de culture. Pourtant, ces lois de la nature, aussi bien que les règles de la culture, c'est nous qui les inventons, qui les fixons. Et c'est justement ce qui conduit Jacques Marquet à cette affirmation quelque peu étrange et provocante, je cite, « Lorsque nous prétendons que le monstre transgresse les lois dites naturelles, nous nous appuyons sur une science-fiction. Car est naturel tout ce que la nature permet, y compris le monstre. Et de fait, il y a bien un rapport étroit entre la science-fiction et ce dernier, qui est l'inconnu et non pas l'inconnaissable. C'est-à-dire qu'il est un être qui n'existe pas encore pour la science qui lui est contemporaine, mais qui sera peut-être un jour observé, répertorié, compris, domestiqué. Ce qu'il dépasse et viole, c'est donc moins les lois de la nature que nos catégories culturelles. Et nous voilà revenus, mais par un autre biais, à la pensée de Marie Douglas. Les meilleurs récits de monstres seraient ceux qui suscitent conjointement plaisir, dégoût et horreur, l'horreur étant le prix à payer pour que nous soit révélé ce qui est inconnu et nous semble impossible. Ainsi, ce n'est évidemment pas seulement grâce aux qualités formelles du récit de monstre, même s'il est certain que l'organisation narrative de ce dernier importe pour que se mettent en branle les phénomènes d'identification, de sympathie, de révulsion, de frayeur et d'apitoiement. Ce n'est donc pas simplement grâce aux qualités formelles du récit de monstre que se produit le plaisir qu'il nous procure. Et il y a bien là un apparent paradoxe pointé par Noël Carroll. Comment donc se fait-il qu'on éprouve du plaisir en regardant ce qui provoque la frayeur et l'aversion? C'est que notre plus grande peur est celle qui naît lorsque nous comprenons que nous sommes nous-mêmes de possibles monstres et que nous ne pouvons avoir la moindre confiance en nos semblables qui peuvent le devenir aussi monstrueux. Cette possibilité de devenir monstre est peut-être bien inhérente, intrinsèque à l'être humain. Le monstre est littéralement inhumain dans l'humain. C'est du reste ce qui explique que dans La Nuit des morts vivants, comme plus tard dans World War Z ou dans The Walking Dead, l'affolement ne tient pas tant à la possibilité d'être dévoré par un zombie qu'au fait d'être mordu par un zombie et d'en devenir un à notre tour. De ce point de vue, Maggie, le film de Henry Hobson de 2015, est central dans l'histoire de nos représentations. Créature terrible, gigantesque, ou minuscule, mais toujours disgraciée, reptilienne, poulpienne ou serpentine par sa forme, le monstre vaut au fond autant que le héros monstricide dont il est comme la figure inversée, suscitant à la fois la peur, la compassion, l'empathie. C'est cette dimension sacrée qui motivait son importance dans les rites d'initiation de nombreuses sociétés primitives, dont nos sociétés historiques conservent bien plus de traces qu'on ne le dit souvent. En effet, le passage à l'âge adulte passait généralement par l'enfermement de l'adolescent dans une hutte qui symbolisait le ventre du monstre primordial, dont un héros mythique avait jailli, jadis par la force, grâce à un double savoir pratique, sexualité et agriculture, et spirituel, cosmologie et sens caché du monde. Ce monstre primordial, qui est une sorte de mème dawkinsien, représente presque invariablement une confusion originelle. Hermaphrodite ou doté de tentacules phalliques aussi bien que d'attributs féminins, souvent sexuellement indistincts,
Venus de l'eau, mais généralement capables aussi de marcher, de voler et de ramper, ils bouleversent l'ordre des espèces, aussi bien que la séparation des éléments et des sexes opérée par l'acte démiurgique de création du cosmos. Incarnant la menace et le chaos, il rôde aux lisières du monde organisé, où il attend son heure pour faire retour et semer la confusion, ce que tant de récits contemporains revivifient, par exemple dans leur usage particulier de la thématique des manipulations génétiques qui courent de Resident Evil au remake de la planète des singes. Dans cette perspective, les genres horrifiques pop, extrêmement divers, ne seraient peut-être bien qu'une façon de reconsidérer et de remotiver d'anciens principes rituels, mythiques et religieux. Nous fabriquons des monstres sur nos écrans, comme certaines sociétés lointaines fabriquent rituellement des monstres. Je pense aux femmes girafes de Birmanie ou d'Afrique du Sud, aux jeunes filles aux pieds bandés de la Chine impériale, ou aux enfants enfermés dans de minuscules cages pour devenir des nains domestiques dans la Rome d'Auguste. En somme, il n'y aurait aucune différence de nature entre le Godzilla de Roland Emmerich, piétinant avenue et gratte-ciel, ou les dinosaures s'échappant du Jurassic Park de Steven Spielberg d'une part, et de l'autre, le Minotaure ou l'hydre de Lerne. Et les créatures des jeux vidéo et films actuels sont les lointains descendants de la figure archétypale et paradigmatique du monstre originel qui contenait l'essentiel des attributs et des fonctions qu'on lui connaît dans notre ère à la fois post-11 septembre et post-confinement. Hier comme aujourd'hui, ici comme là, le monstre est étroitement lié à la sexualité, à l'ordre du monde tel qu'on le voit et surtout tel qu'on le fantasme. Force débordante et désordonnée, d'où son gigantisme, sa confusion sexuelle, sa transgression des lois humaines, le monstre s'inscrit ainsi culturellement dans l'imaginaire d'une contamination qu'il s'agit de contenir coûte que coûte en une démarche civilisationnelle qui veut absolument contrôler et exclure, ostraciser et encadrer. De là à voir dans le monstre poulpeux une image de notre ça indistinct et répugnant, il n'y a qu'un pas. Est-il bien épistémologiquement justifié de franchir ce dernier? Les créatures ouraniennes et chtoniennes des monster movies hollywoodiens des années 50 sont-elles l'expression du puritanisme névrotique de l'époque du macartisme? Et sont-elles cela seulement? Les effroyables clowns, maléfiques, criards, sales et querelleurs sont-ils des images d'anarchie et des ferments de désagrégation sociale? Les assassins des slashers des années 70 et 80 sont-ils des incarnations sur les écrans des hantises de l'Amérique de Nixon à Reagan? Et de quoi le mégalodon ou le Slenderman sont-ils donc le signe? Comment expliquer le succès mondial du tentacle porn où sexe et horreur sont indissolublement mêlés? Depuis les travaux de Stuart Hall, on oublie trop souvent qu'Althusser est une référence majeure des cultural studies et que celles-ci viennent confirmer le principe selon lequel l'inconscient fonctionne à l'idéologie. Elles en font même un principe clé de leurs analyses. En retour, les représentations sociales fonctionnent, elles, à partir d'images engrangées dans les topiques inconscientes individuelles et collectives. Et dans leur diversité, les monstres, serpents de mer, bêtes fluviatiles à visage de méduse, créatures des lagons noirs d'Afrique, plésiosaures ou mégalodons immortels, sauriens énigmatiques, sirènes, sphinges, entités d'oublivores, hommes, cochons ou ours comme chez Rétif de la Bretonne, clowns maléfiques, croque-mitaines, dinosaures, loups-garous, enfants possédés, poupées animées, tarentules géantes, fourmis imperceptibles et zombies secs ou putrifiés, tous ces monstres s'inscrivent à l'intersection des plans psychologiques et sociologiques. C'est ce qui explique la prégnance des métaphores sexuelles dans ces histoires de monstres et aussi que ces derniers soient si fréquemment dotés d'une double fonction dévorante et pénétrante. Dans ce cadre, l'imaginaire de la vagina dentata, qui n'est nullement un fantasme occidental mais se retrouve également prégnant en Inde ou en Afrique, joue un rôle crucial. L'imagerie du vagin denté dans la figuration des monstres féminins fascine spectateurs et spectatrices par la nature pénétrante de ceux-ci et l'angoisse de morsure qu'ils suscitent, certes, mais aussi par leurs tentacules phalliques, leurs ambiguïtés, leur aspect polymorphe, leur absence de membres ou d'os, leur caractère tout à la fois cérébral et lascif, voire lubrique, leur capacité à entrer dans les corps humains, à s'y cacher. Dans les fictions horrifiques, les femmes sont régulièrement présentées comme des proies, mais elles sont aussi fréquemment figurées comme des prédatrices. Et les différents genres qu'elles recouvrent sont hantés par ce qu'on pourrait nommer
la monstruosité féminine et qui renvoie à cette angoisse de castration dont j'ai déjà souligné la portée. Tis, le film de 2007, est peut-être celui où ce mythe de la vagina dentata apparaît le plus clairement. Mais est-il vraiment anodin que le monstre ait ici les jolis traits de Jess Wakeler, comme il aura dans Jennifer's Body ceux de Megan Fox? Je crois que le fait de féminiser et d'embellir le monstre est surtout une façon de sexualiser les fictions horrifiques, genre dans lequel la femme se définit par sa double puissance sexuelle et matricielle. Dans ces deux modèles de l'épouvante expressionniste que furent le cabinet du docteur Caligari et Nosferatu, Jane et Hélène entretenaient, chacune à leur façon, une relation pour le moins ambiguë avec le monstre. Et les films des années 70 s'attacheront clairement à mettre en scène des corps qui, en proie au bouleversement de la puberté, incarnent la violence. C'est naturellement le cas de Carrie, l'adolescente monstruelle imaginée en 1976 par De Palma dans son adaptation du premier roman de Stephen King, qui rapproche éveil sexuel, métaphore sanglante et ébranlement de l'ordre patriarcal. C'est une logique analogue que reprend Ginger Snaps, réinterprétant le mythe de la métamorphose en loup-garou à travers le portrait d'une adolescente d'aujourd'hui confrontée à l'angoisse qu'engendre l'émergence de sa puissance reproductive. À ce stade de la réflexion, bien des questions restent en suspens. Quels liens anthropologiques et psychologiques unissent donc de proche en proche les Gorgones et les aliens de l'Independence Day de Roland Emmerich, coiffés de tentacules et capables de pénétrer les esprits humains? Quel rapport ces monstres serpentins entretiennent-ils avec les créatures voraces, lupines et dévorantes, et ces dernières avec la gueule d'enfer qui obsédait l'imaginaire médiéval? Et les tératologies cinématographiques, télévisuelles et vidéoludiques étant aussi une philosophie, que ces monstres et ce mysterium tremendum disent-ils de nous-mêmes? Quels liens unissent fantasme de dévoration et complexe de castration? Le fantasme de morcellement anatomique dont Lacan avait en son temps noté l'importance dans la vie psychique, expliquerait-il que la mouche de Cronenberg, déconstruisant et recomposant les topoïs des films de monstres de série B, soit aussi un film sur le renoncement du protagoniste à la sociabilité? Quelles accointances existent-ils entre la figure du monstre et l'obsession humaine de l'impureté, de la souillure, de la contagion? Quelles influences les Pulp Fiction, tellement importantes de la fin du XIXe siècle aux années 50, ont-elles exercé sur la constitution de notre imaginaire écranique contemporain? Que doit également celui-ci aux films de série B ou Z et à leurs fameux Craignos Monsters, dont on a aujourd'hui tendance à mésestimer la portée, mais qui ont joué un rôle fondamental dans notre figuration de la monstruosité dans les années 50, 60, 70, que ce soit dans le domaine des bêtes géantes, des morts-vivants, des loups-garous ou des créatures bizarres. Il me semble que pour répondre à ces questions, il ne convient pas seulement de s'attacher aux procédés qui soutiennent les fantasmes latents présidant à la mise en scène du monstre, et ce, même si ces procédés sont remarquables. La gradation, l'insolitation, l'ambiguïté, l'incertitude, une façon enfin de ne pas nommer le monstre, d'en faire un ça, d'en faire la chose. De ce point de vue formel, il me semble réducteur, voire erroné, d'opposer, comme le fait la tradition critique, le cinéma terrifique, qui serait un art de la monstration, et la littérature fantastique, qui, elle, serait fondée sur le non-dit. Car sur tous nos écrans, la question se pose aussi inlassablement. Le monstre est-il bien là? Ne le rêvons-nous pas? Ne fantasmons-nous pas sa présence? Michael Myers est-il bien un homme ou un être surnaturel? Hésitation qui structure les fictions que lui ont consacrées Carpenter et Rob Zombie. Et le Slenderman n'est-il que cette ombre qui paraît et qui fuit? À tout cela, il convient d'ajouter des figures qui, sans être propres à la présentation du monstre, viennent en accentuer l'efficacité écranique. L'effet bus, le jumpscare, le hors-champ, les effets de zoom, le found footage, qui, renforçant la violence des images de mutilation, de torture et de massacre, associent très étroitement horreur et dégoût. À l'image du monstre qui la suscite, l'angoisse est, on le voit, protéiforme. C'est du reste pourquoi Michela Marzano propose de faire rigoureusement le départ entre les différents visages de la peur. Celle qui surgit face à l'inconnu et ce qu'elle révèle de nous-mêmes, la crainte des autres, la peur de l'étranger, de l'ennemi, du monstre, du différent, ainsi que la volonté d'écarter de soi l'irréductible altérité qui habite tous les êtres humains. Ce sont toutes ces peurs, ou plus exactement ces angoisses, qui,
mêlés, peuvent être instrumentalisés par les pouvoirs politiques et devenir un moyen de contrôle et de gouvernement. Ces invariants culturels, qui correspondent peut-être bien à des universaux anthropologiques, ne doivent pas faire oublier les innombrables changements qui, au fil du temps, affectent ces figures de monstres, qui sont comme deux statues ontologiques du mal, selon qu'elles sont toujours déjà là et qu'elles se révèlent et se démasquent à nous, ou, à contrario, qu'elles naissent sous nos yeux. C'est le cas pour la mouche de Cronenberg, ou, dans un tout autre genre, pour Maddie, que j'ai cité précédemment, et qui donne à voir une métamorphose en zombie. Une métamorphose qui, parce qu'elle est considérablement ralentie par rapport aux habitudes induites par les films des années 60 à 2010, nous pousse à plaindre, à aimer la zombie. À cet égard, la métamorphose en monstrueux du normal, c'est-à-dire ce qui est conjointement compréhensible, familier et conforme à nos visions du monde, déstabilise les signes auxquels nous sommes habitués et rend inquiétant jusqu'aux apparences de la réalité. D'où l'importance du masque dans ces fictions horrifiques, dont on sait bien aujourd'hui qu'elles ne rendent pas violents ceux qui les consomment. Ce masque que le monstre porte et qu'arrache le héros ou la body counter, révélant à tous la vérité de l'être. Ainsi, le masque effrayant en lui-même, ou horrible à cause de ce qu'il dissimule, renvoie à toutes ces oppositions binaires dont Derrida naguère a pointé l'origine métaphysique. Nature et culture, présence et absence, parole et écriture, ici et ailleurs, corps et âme, beau et laid, bien et mal, plaisant et abject, masculin et féminin, nature et culture, sujet et objet, esprit et chair, raison et affect, distingué et vulgaire, bon goût et mauvais goût, envers et endroit, licite et illicite, devant et derrière, émission et réception. C'est précisément ces dichotomies qu'ont ressassé sur les écrans d'une décennie à une autre les fictions horrifiques, en même temps qu'elles reconsidéraient les images de l'autre et du mal, absolu, relatif, intelligible ou surnaturel, extérieur ou intérieur. Ces fictions valent simultanément sur 3 plans culturels au moins, en ce qu'elles expriment consciemment les problèmes du monde qui les voit naître, en ce qu'elles reflètent à leur insu le milieu qui les a produits, en ce qu'elles réinterprètent enfin, continuellement, les troubles passés pour les réorchestrer. Toute idée de pure mémoire est un leurre, l'histoire n'existant jamais que réinterprétée, déconstruite et recomposée. Ces paradoxes internes aux monster fictions trouvent leur pendant dans leur réception même. En effet, il est une contradiction apparente à jouir de ce qui nous fait horreur et à s'immerger physiquement dans un univers qu'on sait pertinemment irréel et inoffensif. Le plaisir pris au visionnage de films d'horreur tiendrait précisément à ce que nous suivons le récit d'une découverte du monstre dont l'identité dépasse intrinsèquement les catégories culturelles qui ont cours dans nos vies réelles et quotidiennes. Les rapports que les humains entretiennent avec les monstres sont bien sûr, et pour conclure, variables selon les cultures, lesquelles varient aussi en fonction de causalités géographiques et historiques. Mais ils sont également pétris d'invariants. Au lendemain de la révolution néolithique, Ulysse vit en plein âge du bronze au moment où émerge une entité culturelle européenne. Son monde est habité par des nymphes, des cyclopes, des sirènes, des magiciennes, des géants, des anthropophages, des devins, des êtres inconnus. Et les frontières entre l'humain et le surhumain, le naturel et le surnaturel, n'existent pas vraiment. Les monstres sont partout et se mêlent à l'humain. Les relations que les individus entretenaient alors avec eux semblent évidemment bien différentes de ceux que connaîtront leurs lointains descendants dans le Moyen-Âge chrétien, par exemple. Et pourtant, Perceval habite lui aussi un univers bizarre, peuplé cette fois d'anges, de démons, d'ogres, de gnomes et d'elfes, monstres d'un autre ordre, mais si je puis dire, tout aussi monstrueux. Dans notre ère du nucléaire, des technologies de la communication instantanée, des innovations génétiques et des calculateurs omnipotents, ce sont d'autres types de monstres qui hantent nos vies quotidiennes. Cerveaux électroniques à la logique d'algorithmes, robots, animaux artificiels et transgéniques greffés ou clonés, hommes virtuels ou augmentés, réplicants comme dans Blade Runner, extraterrestres peut-être comme dans Invasion Los Angeles, qui sait. La monstruosité a changé de forme et elle revêt désormais un caractère bureaucratique, managérial et scientifique. Elle reste abominable, une remise en cause des limites séparant la vie de la mort, le licite de l'interdit, le naturel de la normale, les hommes des animaux d'une part, de la divinité de l'autre.
Il faudrait s'interroger, je crois, sur ces institutions vampiriques, dévorantes, et sur les instances monstrueuses qui peuvent se lever jusqu'à leurs plus profondes ténèbres, broyeuses d'hommes qui tiennent toujours peu ou prou de l'enfer asilaire tel que le XIXe siècle l'avait figuré. Ces institutions tératogènes, que sont entre autres les hospices, les morgues, les hôpitaux, les prisons et les camps de concentration ou de vacances, produisent de la monstruosité à la chaîne, en mettant les corps au supplice, en excluant et en enfermant les vieillards, les cagneux, les difformes de toutes les sortes, les morts et les fous. Cet enfer asilaire, nid de monstres, c'est l'Arkham de Gotham. C'est aussi le North Bend of the World où excelle Amber Heard, ou le Briarcliff de la 2e saison d'American Horror Story. C'est aussi sur un autre mode l'arrière-plan de Monster, un roman de 2005 de Frank Peretti, qui est une lointaine reprise du Frankenstein de Mary Shelley. Rich Shelton, un policier dur à cuire et toujours habité d'une grande amertume, y est confronté à un monstre hybride qui, mi-humain, mi-chimpanzé, hante les sombres bois du nord de l'Idaho. Après bien des péripéties et des coups de théâtre, notre hard-boiled prend conscience qu'on n'est jamais vraiment débarrassé des monstres et que ces derniers ont toujours faim, qu'ils n'en ont jamais assez. Ils se tiennent toujours quelques pas derrière nous, attendant qu'une occasion se présente pour nous cravater et nous dévorer. Pour quelque obscure raison, les propos de Rich Shelton me sont devenus comme une ritournelle et je me les récite souvent mentalement quand j'erre sur le lugubre campus de mon université. Monsters are always hungry. They are only a few steps behind me, waiting to grab me. Je vous remercie.